Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de cette Société des concerts de Versailles qui est créée le 5 novembre 1936 et qui donne sa première saison entre le 31 mai et le 17 juillet 1937. Les principaux fondateurs, les trois principaux fondateurs sont Gustave Cloès, chef d'orchestre, je ne sais pas très bien comment on prononce son nom, mais chef d'orchestre de l'Opéra Comique, des concerts Poulet, de Radio Paris, ancien musicien de l'école d'artillerie de Versailles, ce qui a son importance. Claude Delvincourt, Grand Prix de Rome, et à l'époque, il est directeur du Conservatoire de Versailles. Deux autres personnages importants pour nous, c'est le général Eugène Girard, commandeur de la Légion d'honneur, et surtout Henri Sarlit, 1885-1956, dont j'ai pas de photo non plus, qui est ancien musicien du Génie, ex-chef d'orchestre des établissements Pathé et Aubert, du casino municipal de la Bourboule, de l'Harmonie des chemins de fer. Il avait travaillé pour le casino de Dieppe, il était maître de chapelle à Saint-Nicolas-d'Igny, clarinettiste, et il est le secrétaire général et l'âme de cette société qui disparaîtra avec lui. Le noyau dur, c'est essentiellement donc le chef d'orchestre Cloès et Sarlit. Ils se sont connus à l'armée et probablement aussi avec Girard, mais je n'ai pas pu le vérifier. La création de cette société, donc en 1936, intervient 3 ans après les fêtes du bicentenaire de la disparition de Couperin, qui avait suscité une polémique importante dans la presse, à laquelle de nombreuses personnalités du monde musical furent mêlées. C'est un grand article du journaliste influent Henri Malherbe dans Le Temps qui a inauguré cette polémique. Il y dénonce la modicité et l'insignifiance des manifestations organisées pour le bicentenaire de la mort de Couperin par rapport à celles qui célébrèrent les anniversaires des grands compositeurs germaniques tels Wagner, bien sûr, mais aussi Haydn, Brahms, Schubert et Beethoven. La polémique laisse percer d'importantes dissensions concernant l'appréciation de la culture nationale. Elle vise notamment de nombreux musicographes attachés à la Société française de musicologie qui considéraient la musique française bien en dessous de la musique germanique et la musique française qu'ils jugeaient facile et aimable, mais manquant de profondeur. Les fondateurs ont tous autour de 50 ans. Ils ont acquis une certaine réputation, des honneurs. Ils sont à un stade de leur carrière où il ne s'agit pas de rechercher une reconnaissance, mais plutôt de réaliser un grand projet. Et ce projet, c'est celui, il l'explique de manière très claire, de créer un Salzbourg français ou un Bayreuth français à Versailles. Pour eux, c'est une question de prestige national et les statuts de la société expliquent les objectifs et les réalisations qui permettront d'atteindre ces objectifs. Donc vous voyez ici la recherche, l'étude et l'exécution publique des œuvres musicales anciennes écrites pour être créées à Versailles ou ayant figuré dans le programme des fêtes, spectacles ou concerts donnés au château ou dans les parcs de Versailles, etc. Petit b, l'exécution publique des œuvres de musique moderne ou contemporaine déjà créées ou inédites, composées par des artistes français. Petit c, l'organisation de spectacles lyriques, de concerts de musique ancienne et moderne, de reconstitution historique d'opéra, opéra comique, comédie, ballet, réception, bal, expositions et conférences dans divers lieux et salles de la ville et du domaine pendant la durée de l'exposition de 1937 et ensuite, etc. Petit d, la création et le fonctionnement régulier et permanent à Versailles d'un orchestre, d'une harmonie et d'un orchestre d'instruments anciens, composé de tous les instrumentistes de talent nés dans l'arrondissement de Versailles, y demeurant, y ayant demeuré ou ayant fait leurs études musicales ou leur service militaire dans l'une des musiques de la garnison. Petit c, l'organisation éventuelle de concerts populaires gratuits. Ça c'était petit e, pardon. Petit f, l'offre du concours rétribué de son orchestre, etc. 3 points. Alors, précisons déjà que tous ces objectifs ne seront pas atteints, notamment en ce qui concerne la musique contemporaine, puisque la société, assez rapidement, se spécialise dans la musique ancienne. C'est la même chose aussi pour les concerts de musique populaire qui n'ont jamais eu lieu. Mais 3 points sont importants. Le premier, c'est la question versaillaise. Ces fondateurs considèrent Versailles comme un lieu de mémoire où se cristallise l'identité française, mais Sarlit insiste. Il s'agit évidemment de créer un Salzbourg français. Il explique dans un grand article qui s'appelle « Versailles, pèlerinage d'art français ».
Et surtout, il s'agit d'affirmer cette identité qui est catholique, conservatrice, avec des affinités plutôt fortes avec les conceptions historiographiques de l'action française. Et les conceptions historiographiques de l'action française concernent évidemment la conception du grand siècle comme le champ privilégié de la controverse politique. Je rappelle que Maurras a écrit Louis XIV et la France, essai de la grandeur qui dure, 1936. D'un point de vue artistique, il s'agit de promouvoir une école de Versailles. Et c'est à cette époque-là que le terme, qui fera fureur, si j'ose dire, apparaît. École de Versailles comme la quintessence de la culture et de l'identité française. Sarlit est sans cesse en lutte auprès des pouvoirs publics pour l'utilisation de lieux emblématiques de Versailles, le théâtre Montausier, mais aussi l'enceinte du château, l'opéra du château de Versailles, qui était géré par le Sénat et qu'il n'arrivera jamais à obtenir, la salle et le péristyle du Grand Trianon, la chapelle, qui dépendait du ministère de l'Éducation, section des Beaux-Arts à l'époque. Et le fait que le domaine ait été de moins en moins facilement accessible au cours des années explique aussi la disparition de la Société des concerts. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, placer au centre la recherche musicologique. Et notamment avec un comité technique de documentation des concerts de musique ancienne et religieuse, dont vous voyez ici les principaux membres, ils étaient 8. Mais dans ces membres, nous avons Henri de Curzon, bibliothécaire de l'Opéra Comique, Amédée Gastouet, qui était alors président de la Société française de musicologie, membre de la Commission vaticane de musique religieuse et professeur à la Schola Cantorum, Paul Brunold, archiviste paléographe, organiste à Saint-Gervais, professeur à la Schola Cantorum et membre de la section des orgues de la Commission des monuments historiques, et Norbert Dufourc, organiste de Saint-Méry, rapporteur de la Commission de restauration de l'orgue de la chapelle de Versailles, Alexandre Sellier, organiste de la Société Bach. J'ai mis Alexandre Sellier. Vous voyez que Norbert Dufourc est d'ailleurs le plus jeune d'entre eux. Donc, ces musicologues, évidemment, contribueront à préparer les œuvres, à les choisir pour les concerts. Troisième point, il s'agit d'une œuvre militante. Et on ne peut que être fasciné par l'énergie qu'a développée Henri Sarlit, cette énergie, cette combativité, cette opiniâtreté pour défendre sa société. Et donc j'ai pu consulter une grande partie de la correspondance et des archives administratives de la société qui sont à la bibliothèque municipale de Versailles. Et on voit dans l'esprit de Sarlit une réflexion stratégique toujours en mouvement, notamment pour activer des réseaux et trouver des appuis, avec l'idée de créer une grande saison nationale d'art français qui rassemblerait tous les arts. Et il va presque arriver à son but, mais il y aura des discussions pour savoir si cette société ne peut pas être installée à Strasbourg. Et là, pour Sarlit, ce sera vraiment trop d'installer à Strasbourg une société nationale d'art français. Ce sera inadmissible. Mais ça ne se fera pas, en tout cas, pas sous la forme qu'il avait rêvé, c'est-à-dire une réunion de tous les arts pour une grande saison nationale d'art français. Il active des milieux politiques, conservateurs, il active des milieux aristocratiques, et on a une lettre conservée dans les archives du Fourc au Mans, où il explique qu'il se bat avec la mairie de Versailles pour obtenir une subvention, cette mairie de Versailles qui est quasi communiste, ce sont ces termes, c'est bien connu. On a aussi un comité artistique, et vous voyez que ce comité artistique montre à quel point Sarlit a réussi à convaincre tout le monde, à rassembler une liste. Il y a à peu près toutes les personnes qui comptent dans les milieux artistiques un peu conservateurs, ou disons, du moins avec des situations institutionnelles très importantes. Et vous voyez évidemment Paul Valéry de l'Académie française. On sait que Paul Valéry aimait beaucoup les honneurs. Et vous avez d'autres personnalités très importantes, Patrice Bonnet, architecte en chef du gouvernement, conservateur des domaines nationaux de Versailles et de Trianon, qui lui posera d'ailleurs beaucoup de problèmes. Donc on est surpris de la différence du décalage plutôt, entre cette liste de noms et la correspondance adressée à ces personnes qui, bien que faisant partie du comité artistique, ne cessent de mettre des bâtons dans les roues de la société.
Wanda Landowska, etc. Ce comité artistique, d'ailleurs, et le comité de haut patronage qui suit, vous voyez, il y a le président de la République, seront d'ailleurs condensés dans ce qui deviendra le comité de propagande à partir de 1940. Et Sarlit compte beaucoup sur son comité de propagande. En dépit donc de ces multiples difficultés sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, la société propose plusieurs saisons, 3 saisons de 1937 à 1939, 3 saisons qui sont vraiment un grand succès, ou en tout cas dont on parle énormément dans la presse. Il y a un nombre d'articles qui est incroyable. Ensuite, il y a des saisons entre 1741, la dernière que j'ai trouvée c'est 1753, mais il y a certainement eu des interruptions. Ces concerts rassemblent des pièces de clavecin et d'orgue, et là on a vu tout à l'heure, il y a une tradition aussi de pièces de clavecin, d'extraits de petites pièces, d'opéras, de cantates, avec des pièces plus importantes, le prologue d'Idoménéo, tout Dardanus de Rameau, et puis surtout des motets à grand chœur, de Lully, de Lalande, de Bernier, de Blanchard et de Rameau. Je vous ai mis cet exemple simplement pour souligner aussi la dimension musicologique qui est très présente dans les programmes. Il y a des programmes où c'est encore plus développé que ça. Chaque pièce est présentée avec un texte dont on a le signataire, qui est en général un membre de la Société française de musicologie. L'accueil de la presse donc est plutôt favorable. Il y a énormément de comptes-rendus dans Le Jour, dans Beaux-Arts, c'est Cœur-Roi qui écrit dans Beaux-Arts et qui soutient. Vous avez Sauguet qui écrit dans Le Jour, Henri Sauguet, Lyon Soir, Cyrano, L'Époque, L'Art musical, etc. La presse locale, évidemment. Cette presse fait le constat d'une rupture dans l'interprétation. Une rupture du fait du soin, de la qualité de détail et du professionnalisme qui est apporté au concert. Et c'est très intéressant de voir que c'est une remarque qui vient très souvent. Enfin, de la musique française qui est jouée avec soin, qui a été répétée, qui a été travaillée. Mais la presse loue aussi la vivacité et l'énergie de ces concerts. Donc, je vous ai mis 2 extraits. Le premier, donc, c'est une audition, c'est dans les Nouvelles de Versailles, avec un petit dessin de Gustav Claus en train de diriger. Et le deuxième, c'est intéressant parce que ce sont des extraits de presse. Alors, il y en a beaucoup d'autres, j'en ai retrouvé beaucoup d'autres, mais ceux-là ont été imprimés et étaient utilisés comme documents publicitaires et envoyés aux membres du comité de patronage. Il y avait un nombre de publications de feuilles volantes qui étaient éditées comme ça pour la société, qui est absolument incroyable, même des programmes en anglais, des tas de choses comme ça. La rupture dont je parlais est revendiquée par Sarlit. Il cherche, et je le cite, le vrai style du répertoire versaillais et veut travailler pour l'élite de la nation. C'est un aspect très important, notamment quand on sait que les concerts de musique populaire n'ont jamais eu lieu. Et il le dit très bien, je ne travaille pas pour le peuple, je travaille pour l'élite de la nation. Et il n'a cessé aussi d'intervenir publiquement pour marquer la différence des concerts de Versailles avec ceux des autres ensembles, particulièrement lorsque la presse associait les concerts de Versailles à ceux d'autres ensembles dans la grande saison nationale d'art français qui était son grand projet. Et parfois la presse se trompait et considérait par exemple que les concerts de musique historique faisaient partie des concerts de Versailles, et là il prenait la plume de manière assez rageuse. Donc il y a vraiment une manière de se positionner dans la rupture. Mais ce sont surtout les motets qui sont salués comme une véritable révélation, et le terme revient très souvent. La musique religieuse française, c'est une révélation, c'est une découverte pour le public qui les entend pour la première fois et qui les entend à la Chapelle Royale. Alors, je vais poser donc 2 questions. Je vous mets quand même les 2 extraits là. Ces maîtres qu'on ne joue point, qu'on joue peu ou qu'on joue mal, et qui cette fois étaient donnés avec des soins attentifs. Et la Nouvelle de Versailles me semble plus intéressant. Monsieur Cloetz, en le conduisant de façon si vivante, nous a sans doute révélé la vraie interprétation de la musique classique du XVIIIe siècle. Rien de guindé et de solennement emphatique, mais d'élégance, de la souplesse, toutes les caractéristiques de cet art français par excellence.
Nos meilleurs critiques ne la réclamaient-ils pas ainsi depuis bien des années? Et c'est un débat qui dure depuis le début des années 30. Ce fut une joie et une révélation. Et cette opposition entre le guindé, l'emphatique et l'élégance et la souplesse me semble quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'esthétique de l'interprétation. Mais je vais en reparler évidemment. Donc, moi, je me demande comment peut-on appréhender la réalité sonore des concerts de la Société à ses débuts. Je parle vraiment des années 37-39, et particulièrement des motets à grand chœur. Alors, il n'y a pas d'enregistrement, il y a des émissions de radio. Donc, j'ai retrouvé un certain nombre de mentions de diffusion radiophonique. J'ai fait une enquête auprès de l'INA qui m'a pris beaucoup de temps pour m'entendre dire que tout a été détruit, et notamment les émissions qui s'appelaient les Dimanches de la famille dans les années 40, qui était une émission vraiment dans la droite ligne de la pensée maréchaliste, où on apprenait aux enfants ce qu'était la belle culture française. Il y avait des extraits des concerts de Versailles qui étaient donnés, tout ça a été détruit. Donc la première question, comment peut-on appréhender la réalité sonore des concerts de la Société? Et la deuxième question, en quoi cette esthétique pouvait correspondre à l'imaginaire du grand siècle, propre aux promoteurs de la Société des concerts de Versailles, c'est-à-dire l'imaginaire d'une monarchie Louis XIVe, d'un catholicisme gallican, d'une identité nationale, de la grandeur. Alors je vais le faire avec deux exemples. Le premier, c'est une partition de Blanchard. C'est une partition qui a été utilisée par la Société pour un concert de juin 1939. Elle est copiée par Gastouet. Et il y a toute une correspondance dans les archives de la Société française de musicologie sur cette partition. Donc on sait que c'est celle-ci qui a été utilisée. La question des tempi d'abord. Donc je vous montre, c'est le Magnificat de Blanchard. Et voici donc les indications qui figurent sur la copie Gastouet. Noir 72 pour le numéro 4, le récit de haute taille. Bon, c'est pas une œuvre qu'on a en tête forcément. Peut-être certains d'entre vous, mais Isabelle sans doute. Mais donc la noire à 72, la noire à 120, noir 120, noir 116. J'attire votre attention sur deux choses. La première, c'est le fait qu'une interprétation qu'on dirait historiquement informée, c'est l'Orchestre Les Passions, c'est un beau disque, très franchement. Et là, on a des contrastes qui sont beaucoup plus appuyés. Donc, c'est un élément qui est intéressant si on veut avoir une idée de ce que ça donnait d'un point de vue sonore. Il faut imaginer des contrastes de tempi beaucoup moindres, vraiment moindres. Et surtout, le sicut, le coutousest, qui est un petit trio très léger, comme on écrit depuis Lalande, à trois temps, presque dansant. Là, on est à noir 116, il y a une différence de tempo qui est vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire que là, la manière dont on joue ça maintenant a un peu rien à voir. Deuxième point. Alors, je vais montrer ça rapidement. Voilà quelques différences. Vous avez ici l'orchestre à gauche, l'orchestre typique, donc à 4 parties de l'époque, avec des dessus de violon et 2 parties intermédiaires, 2 parties de haute contre, haute contre de violon, taille de violon. Eh bien, évidemment, là, il n'y a pas de clé d'ut 4, il n'y a pas de clé d'ut 3, donc pour le transcripteur, il n'y a pas d'alto. Et on a une transcription avec flûte, hautbois, premier violon, deuxième violon, troisième violon. Et puis une basse. Donc pas de partie d'alto, pas de timbre d'alto dans ce premier mouvement du Magnificat. Ensuite, c'est la même chose ici. Je voulais vous montrer la question du chœur. On a le chœur à 5 parties caractéristiques de la musique française avec une seule partie de dessus et des parties intermédiaires. Là aussi, on va avoir 3 parties de pupitre de femmes avec une partie d'alto ou contre-alto, mais pas du tout la configuration qu'on a dans le chœur à 5 parties. Je vous ai mis la transposition ici, et c'est évidemment autour du ut 4 que ça pose problème ici du 3 et du ut 4. Ici, vous avez donc la configuration
assez intéressante, puisque, comme on l'a très souvent, hein, parce que ce qui leur manquait, en fait, c'était des comparaisons. Parce que quand on regarde, on a très très souvent ce genre de mouvement très léger, où toutes les parties sont à l'unisson. Donc là, on a le début, et puis le copiste ne continue pas. Hein. Et ensuite, on a des hautbois qui s'opposent à tous. Ça, opposition hautbois, tous, et puis le troisième partie sur laquelle j'attire votre attention, c'est ici, parce que là, on n'a pas de basse, hein, pratiquement juste ça ponctue. Et puis ici, au contraire, on a tous avec une partie, et puis la basse avant que la voix rentre. Là encore, on a des adaptations, et évidemment, là, ça fonctionne à peu près. Il écrit d'ailleurs avec une partie de sol1 hautbois qu'il sépare, puisqu'il a vu qu'il était écrit hautbois sur la partie, et c'est la partie des sol1 premier violon ici. Ici, il met bien, comme il les a notés ici, les hautbois, avec donc ça fonctionne à peu près, mais après, ça pose vraiment des problèmes, c'est-à-dire qu'ici, on n'a plus du tout la différence entre les plans sonores de la symphonie, ou du petit chœur d'instrument, hein, c'est-à-dire de hautbois ou éventuellement de violon et la basse continue légère. On a tout le monde joue ici, et ici tout le monde joue aussi, alors que c'est doux. Hein. On a les deuxièmes violons qui doublent les premiers violons de la même manière. Problème aussi de ces récits, hein. Ces récits qui interviennent dans des chœurs, la notion de récit et chœur est mal comprise, puisqu'on a en plus une voix de haute contre, c'est-à-dire ces ténors français assez puissants, qui ne chantent pas en voix de tête, qui chantent en voix de poitrine très aiguë. C'est joué plus bas aussi que ce que c'était là, évidemment, ce qu'on ferait maintenant, évidemment. Et là, il nous dit récit contralto du chœur avec les ténors. Pour juste cette phrase, il utilise tout le pupitre de contralto, donc des femmes, et puis les ténors, il met les ténors, il rajoute les ténors ici avec. Voilà, j'insiste pas. Je voudrais, pour terminer, vous faire écouter 2 enregistrements avant ma conclusion. Et j'espère que ça va fonctionner. Des Profundis de Lalande. Donc, vous allez entendre là l'Orchestre des Jeunesses musicales de France, les Jeunesses musicales de France pour lesquelles a travaillé Norbert Dufour, qui était vraiment une des chevilles ouvrières de la Société des concerts de Versailles. La direction est de Jean Giraudot. Jean Giraudot, il a été chanteur, il a fait ses débuts à l'Opéra Comique avec Gustav Kloss, et après il a remplacé très souvent Gustav Kloss à la direction. Donc c'est la filiation directe, hein. Et la soliste est une des solistes qui jouait aussi dans les années 39. Elle a joué non pas à partir de 40-41, elle a commencé à chanter dans les motets avec Gustav Kloss. Donc là, on a une équipe qui est dans la continuité, dans l'héritage de la société telle qu'elle fonctionnait dans les années 37-39. C'est un enregistrement de 56.
je vous fais écouter la même chose par Marcel Couraud. Marcel Couraud, qui a enregistré de la musique de la Renaissance, enfin qui a joué de la musique de la Renaissance, mais surtout qui a pris la direction d'orchestre avec Charles Munch et qui, à partir de 1954, a dirigé l'orchestre de Stuttgart. Donc on est dans une tradition de direction totalement différente, et il enregistre ce De Profundis. Vous allez voir, le contraste est très évident, très frappant. Je vais arrêter là. Juste pour vous dire, avant 2 minutes de conclusion, la première version est, du point de vue de l'énonciation du texte, beaucoup plus proche de ce qu'on fait maintenant que la deuxième. C'est vraiment frappant. On est dans une conception extrêmement déclamatoire qui correspond à ce qu'était la parole sacrée à l'époque du XVIIe siècle. Et donc, à partir des recherches des musicologues qui se sont confrontés à ces sources dans la perspective d'en donner une reconstitution sonore, la Société des concerts de Versailles a sans doute promu une esthétique sonore qui est assez éloignée de celle que nous appelons de nos jours historiquement informée. Même si leur approche de cette musique paraît aujourd'hui reposer sur des fondements politiques datés, c'est une approche originale, dans la mesure où elle est fondée sur une connaissance large du grand siècle et qu'elle vise à placer la musique au centre de l'identité culturelle française en affirmant sa valeur patrimoniale au même titre, voire davantage, que celle des lettres, des beaux-arts et de l'architecture. Surtout, elle institue Versailles à la fois comme un lieu de commémoration et de mémoire, mais aussi de ressourcement identitaire. Cette démarche les a conduits à privilégier l'esprit sur la lettre, c'est-à-dire à retrouver l'éthos de cette musique, plutôt qu'à étudier les instruments, les dispositifs et les pratiques de l'époque. En ce sens, leur démarche se situe, comme l'a évoqué Carreras hier, en Espagne à la même époque, comme l'a évoqué Juan José Carreras en Espagne à la même époque, au-delà de l'érudition, et ne se limite pas à un acte académique savant. On mesure à quel point Sarlit et ses acolytes ont été des précurseurs et à quel point la rupture du renouveau baroque n'est qu'une demi-rupture
particulièrement en ce qui concerne la musique religieuse. Le Centre de musique baroque de Versailles des débuts, par son tropisme versaillais et sa glorification d'un grand siècle musical indépendant des traditions musicales européennes, paraît la concrétisation du rêve de Sarlit, d'une institution subventionnée attachée au château. Mais c'est surtout du point de vue de l'imaginaire sonore de la musique religieuse que la filiation est évidente. Les affinités politiques, mais aussi religieuses, culturelles et sociales qu'entretenaient les instigateurs de la Société des concerts de Versailles avec l'autocratisme Louis XIVien, les ont conduits à proposer un style interprétatif qui, en dépit de l'évolution de nos attentes en termes de sonorité, a été adopté par les grands chefs français et étrangers. Je vous remercie.